vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David et vous au 0826 300 300. Mon cher Philippe David, comment allez-vous ? En pleine forme quand nous sommes côte à côte pour cette très belle émission de 17h à 20h. Ouais, vous avez remarqué que vous êtes toujours à droite et moi toujours à gauche ? Si vous voulez qu'on permute, il n'y a pas de souci, mais je crois que vous avez vos marques comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est marqué Vrai sujet. Oh là là, quelle belle attaque pour le premier débat. Oh là là, fabuleux. Fabuleux. Vous avez remarqué, c'est quand même dingue. En tout cas, vous pouvez nous appeler et participer à cette émission. Vous êtes les bienvenus. Vous savez que vous êtes prioritaires, bien entendu. Aude est avec nous. 0826 300 300. Tout de suite, le sommaire de cette émission. À 17h30, une chaîne d'extrême droite, selon le patron de PS, Olivier Faure, au micro de Jean-Jacques Bourdin. C'était ce matin. Les réactions pleuvent depuis la décision du Conseil d'État contre CNews. La juridiction administrative donne 6 mois à l'Arcom pour mieux contrôler la chaîne de télévision. Elle l'enjoint à veiller au pluralisme et à l'équilibre politique au-delà du strict temps de parole des invités politiques. Procédure initiée par l'ONG Reporters sans frontières. Alors parlons vrai. Est-ce que c'est plus une attaque contre CNews qu'autre chose ? Est-ce réaliste puisqu'on peut avoir des idées sur un sujet d'un bord politique et d'un bord totalement opposé sur un autre sujet ? D'où cette question. Au nom de l'équilibre, faut-il étiqueter politiquement tous les intervenants dans les médias ? Eh bien, vous dites non à 79%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Éric Revel sera avec nous, ancien directeur général de LCI, pour évoquer ce sujet. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30, c'est la colère des défenseurs des droits de l'enfant après une triste histoire, le suicide d'une adolescente de 15 ans de Clermont-Ferrand dans la chambre d'hôtel où il avait placé l'aide sociale à l'enfance. Ce n'est pas le premier drame de ce type et cela illustre les carences dans la prise en charge des mineurs placés. Oui, et parlons vrai, comment expliquer la situation de ces mineurs en grande difficulté ? Est-ce un problème de moyens ou d'organisation ? Faut-il un plan d'urgence pour les mineurs dits, il y a des guillemets bien sûr, incasables ? Vous dites pour le moment oui à 86%. Vous voulez témoigner ? On attend vos témoignages. C'est Aude qui le prendra bien évidemment au 0826 300 300. Et Lies Loufox sera avec nous, militant des droits de l'enfant, lui-même ancien enfant placé. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes très contents d'accueillir nos vraies voix et en tête de gondole, Philippe Bilger. C'est une jolie tête de gondole, oui. Ça va mon Philippe ? En gondole avec un G. Bien dans le micro. Dans le micro, comme d'habitude. Ah oui, j'étais à l'heure, mais vous étiez à l'heure, absolument. J'ai eu quelques déplacements intempestifs. Intempestifs, voilà, ça s'est bien passé, vous êtes de retour, tout va bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Françoise de Gois, très sage depuis tout à l'heure, était là, elle attend tout le monde. Laisse le Bilger à Venise. Le printemps sur la Tamise. Alors, oh là là, Sheila et Ringo. J'ai déjà connu le karaoké de ce monsieur, ça va. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre nos karaokés. Parce que je pense qu'il y a de la jalousie chez vous. Vous chantez bien. Vous avez de la jalousie parce qu'on connaît toutes les paroles de Daniel Guichard et là, d'un seul coup... Ah, mais j'adore Daniel Guichard. Mais toujours dans le micro, vous savez. Mais je l'aime beaucoup et notamment mon vieux. Oui. J'adore ça. Par une sorte d'auto-contagion. C'est newsien, vous voulez dire. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech et président de tout. De plein de choses. Presque tout. Il est, mais du comité éditorial de Presse Libre. D'un quotidien numérique qui s'appelle Presse Libre. Voilà, ça va Sébastien hein ? Je vais très bien. Vous chantez, non ? Je peux chanter. Allez-y. Vous chantez ou vous faites chanter ? Je fais chanter. Ah, vous faites chanter. C'est donc un maître chanteur. Vous êtes du bon côté de la barre. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300, c'est Stéphane qui est avec nous. Bonsoir Stéphane, qui nous appelle de Pézenas, dans la Gironde. Non, bonsoir. Pas dans la Gironde, c'est dans l'Hérault. Dans l'Hérault, qui a dit Gironde parce que c'est lui. C'est François. Vous savez, Françoise de Gois. C'est 33, c'est 34. Hein. Philippe Bilger, est-ce que vous pouvez arrêter est-ce que vous pouvez arrêter d'utiliser ma voix pour dire des conneries ? C'est dingue ça. C'est fou ça, c'est incroyable. Vous m'avez déjà entendu dire conneries ? Non. Et moi je le dis parce que c'en est une grosse. Sacrée, non, c'est vrai. Elle est sacrée, notamment lors du jeu. Ça commence déjà. Et Stéphane, vous allez nous parler de quoi dans quelques instants ? Alors moi, je voulais réagir, je voulais avoir une réaction un petit peu vive face aux propos de Sandrine Rousseau et lui répondre que les hommes ne sont pas tous des prédateurs sexuels, comme elle le prétend dans une de ses interviews récentes. Ouais, elle a dit nous ne pouvons compter sur aucun homme. Vous restez avec nous Stéphane, on revient dans un instant. En attendant, on écoute votre message sur notre répondeur au 0826 300 300.
Oui, bonjour Stéphane, j'appelle de Rognac dans les Bouches-du-Rhône. Donc je suis d'accord avec les cheminots qui demandent une augmentation de 400 € par mois. Pour la simple et bonne raison que les sénateurs qui gagnent 7000 € se sont augmentés de 700 € sans vergogne. Les attachés parlementaires ont été augmentés de 300 € alors qu'ils gagnaient déjà 5500 € ou 5600 €. Donc c'est tout à fait normal. L'argent, il n'y en a que pour une certaine catégorie de personnes et pas pour nous. Voilà, c'est inadmissible et ça devient fatigant que tous ces politiques qui trustent avec des salaires mirobolants s'augmentent de 700 € alors que on a des retraités qui ne gagnent même pas ces 700 €. Voilà, donc je suis à fond derrière les cheminots. Merci Alors Stéphane. je reprends, j'avais poussé 2 coups de gueule là-dessus, c'est 700 € de frais pour les sénateurs et c'est 500 et quelques euros de frais pour les députés, c'est pas du salaire. Et un assistant parlementaire ne gagne pas ça. Non. Mais ça par contre c'est quand même le coup de gueule, les gens ils disent les cheminots ils demandent, on leur donne pas et eux ils se prennent 700 € comme ça d'augmentation de frais. Sur les attachés parlementaires, vous savez, ils gagnent 1500, 1800, Ah oui, ils sont 2000 très mal €. payés, Ils sont en général. très bien payés. Ils travaillent comme des fous. Ils travaillent. C'est eux, tous les amendements, vous voyez, quand d'un seul coup, il y a une loi qui arrive avec 70 000 amendements, bah, c'est les attachés parlementaires qui ont mis des adverbes, des virgules, des points. Bon, non, ils sont pas. Moi, je suis pas d'accord pour ce discours sur le salaire mirobolant des politiques, parce que ça n'est pas vrai. Voilà. Vraiment, vous avez des conseillers dans les cabinets qui gagnent plus que leurs ministres délégués, hein, à partir du moment où vous êtes dans un service à la direction générale ou au Quai d'Orsay, que vous arrivez dans un ministère, vous avez de toute façon 30%. Ils font des sacrifices en venant en politique, beaucoup. Mais et puis les politiques font aussi des. Et c'est pas 35 heures. Non, Non, mais pourtant, c'est je veux dire. vraiment, Ah bah si, en 2 jours. Honnêtement, ouais, non, honnêtement, moi je suis pas, j'aime pas. Je comprends hein, qu'on puisse penser comme ça, mais il faut quand même toujours rectifier. Quoi. Mais c'est pour ça que j'ai corrigé les chiffres. Parfait, vous Eh ben, avez Sébastien bien fait. Manard qui a été justement dans cette position. Il y a beaucoup d'heures. On ne compte pas de ces heures. Moi, je travaillais quasi 7 sur 7. C'est-à-dire que je faisais 70, 80 heures par semaine en cabinet ministériel et ça a duré longtemps. Après, matériellement, on n'était pas non plus à plaindre. Voilà. Non. Donc c'est aussi ce que le sens de l'intervention de notre auditeur. C'est-à-dire que on a des salaires qui sont ou des traitements. Parce qu'en l'occurrence, moi j'étais au fonctionnaire, donc on a des traitements qui sont déjà plutôt élevé et très au-dessus du salaire moyen des Françaises et des Français. Et on a, en tout cas quand on est en cabinet ministériel, puisque c'est de cela dont parlait Françoise, on est évidemment mieux lotis que nos collègues qui restent attachés aux assistants parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, parce que vous avez votre traitement de base qui est en plus bonifié parce qu'on appelle une ISP, une indemnité pour suggestion particulière. Oui, mais elle est désormais capée, elle ne l'était pas par le passé. Ouais, mais Sébastien, on redit, moi aussi j'ai été concert spécial, je dis simplement que même si on gagne beaucoup d'argent, je redis, personne n'accepterait de bosser. Moi, on a 7 jours sur 7. En 3 ans et demi, j'ai pris 15 jours de vacances, hein, sérieusement. Et Donc, 15 ans, ça, François. ouais. Et 15 ans. Et 15 jours de vacances, oui, et j'ai pris 15 kilos aussi. Excusez-moi, mais En François... 15 jours de boulot, j'ai pris 3 ans et demi de vacances. S'il vous plaît. Je comprends Allez. pourquoi la France va aussi mal si Allez. Françoise de Gois a aussi longtemps travaillé en un ministère. Merci. C'est En tout débile, cas, en plus, ça, c'est on débile. remercie Stéphane de nous avoir laissé ce message. Un autre Stéphane est avec nous sur cette réflexion, en fait, ce coup de gueule contre Sandrine Rousseau qui a dit « Nous ne pouvons compter sur aucun homme ». C'est vrai que c'est dur. Bah oui, je trouve ça très injuste. Et puis, c'est pas parce qu'elle se sent trahie par ce monsieur qu'elle a honte d'avoir accordé sa confiance à une personne accusée de faits aussi graves. C'est Gérard Miller, le psychanalyste, on peut le dire. Le problème des écologistes, c'est qu'ils sont toujours dans l'excès, qu'ils clivent, qu'ils caricaturent. Et je pense que ils se rendent un très mauvais service à eux-mêmes et que c'est quelque chose qui est pas entendable parce que moi je partage pas du tout cette opinion et moi je serai toujours à côté des femmes pour les défendre face à ces agissements. Et nous à côté de vous. Immédiatement, je comprends ce que voulait dire Sandrine Rousseau. Elle est très déçue par Gérard Miller. Et j'ai développé ailleurs ce matin l'idée que si on était dans un monde où il fallait vraiment arbitrer entre les hommes et les femmes, je n'hésiterais pas une seconde à choisir les femmes pour des qualités qui me sont beaucoup plus proches que chez certains hommes. Je pense que les femmes sont plus courageuses, sont plus sincères
faire et j'irais plutôt me réfugier sous leur aile, avec bonheur parfois, plutôt que je choisirais un sexe. Est-ce que ça, c'est pas de l'essentialisation? Nous ne pouvons compter sur aucun homme. C'est comme le racisme. Philippe, on va pas faire un débat, il nous reste 30 secondes. Je pense que c'est un excès, ça n'était évidemment pas à prendre au premier degré. Je pense que sur les arbitrages majeurs, quand il y a un arbitrage, souvent, eh bien, les arbitrages ne sont jamais en faveur des femmes. On le voit dans la politique, et Sébastien le sait très bien. On le voit dans un certain nombre de domaines, y compris dans les médias. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ce qu'a dit Sandrine Rousseau au pied de la lettre. Les choses évoluent. Quand vous parlez, Françoise de Gois, d'arbitrage politique, ils sont quand même très largement rééquilibrés, en tout cas depuis un certain nombre d'années. On le voit dans les promotions, notamment sur les ordres honorifiques, Ordre national du mérite, Légion d'honneur. Les nominations, sur les dernières nominations, on a quand même un certain nombre de femmes qui ont été mises en avant parce qu'elles ont les compétences pour le faire. Merci beaucoup Stéphane. Vous restez avec nous, Stéphane? Oui. On va jouer. Ouais, on va jouer avec vous, mais surtout, il a l'air bon. Il y a deux Stéphane. Donc c'est le Stéphane de Pézenas. Donc il y a le Stéphane de Pézenas de Gironde et il y a celui des Bouches-du-Rhône. On a pris celui des Bouches-du-Rhône. En temps normal. Allez, vous restez avec nous, mon cher Stéphane. Merci en tout cas de participer aux Vraies Voix. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, le réquisitoire du procureur, mon cher. Alors il y a un patron de SAP France qui a donné une bonne recette pour rendre ses salariés lui-même très heureux. Allons, on en parle dans un instant, ça peut servir. À tout de suite. On en apprend des choses hors antenne. Oui, c'est intéressant, Et bizarrement, on parle de nourriture. Oui, c'est fou. Et bizarrement, Philippe David n'intervient pas. C'est ça le sujet. Non, il mange. Il ne peut pas faire deux choses en même temps. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Françoise de Gois avec Sébastien Ménard et Philippe Bilger, bien entendu. Et puis avec mon Philippe David jusqu'à 19h. Oui, c'est le mien. Ah ouais, d'accord. Je le façonne. Il y a du boulot au niveau de la sculpture, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle est désagréable. Mais je suis à votre niveau, mon cher ami. Si vous êtes gentil, je serai gentil. Non, ça vous êtes incapable d'atteindre mon niveau. Il devient beau, il est svelte et tout, il est beau. Il met du col roulé, c'est votre influence. D'ailleurs, si vous voulez vous marier avec Philippe David, 0826 300 300. Tiens, le standard explose. C'est un cœur à prendre. Il n'y a pas un appel. Vite. Un cœur à prendre. Que quelqu'un nous appelle d'une cabine téléphonique. Attention, il y a Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. On parle de quoi? On va parler de cette parade du Super Bowl endeuillée à Kansas City aux États-Unis, de cet ancien directeur de l'Express qui était un espion au service du KGB pendant la guerre froide, et puis du TFC qui rencontre le Benfica ce soir. C'est du foot. En 3 mots, ça donne armes, KGB et football. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'est un réquisitoire sympathique que vous allez faire au sujet d'Olivier Nolan, le PDG de SAP France. Ce sont des logiciels informatiques. Oui, en fait, depuis quelques jours, je m'éloigne de plus en plus de la politique, même dans les points de vue du procureur, parce que je trouve que dans la quotidienneté médiatique, il y a des moments très très éclairants. Et au fond, je vais aller très vite, ma chère Cécile, pour des raisons que vous connaissez. Oui. Le PDG de SAP France a fait son coming out récemment et il a invité tous ses salariés. Je pense que certains ne partageaient pas ses orientations sexuelles, mais peu importe, à assumer toutes leurs différences, toutes leurs particularités, et il a constaté... Et il a constaté que dans son entreprise, il y a eu des résultats remarquables, que l'entreprise est devenue... Pourquoi rigole-t-il ? C'est vous qui me faites rire. Est devenue plus heureuse, plus efficace et plus performante. Il ose rire alors que c'est un sujet de... Mais c'est votre tête qui me fait rire, excusez-moi. Allez, on va pas recommencer. Allez, on y va. Un sujet de société fondamental. C'est vraiment bien. Absolument. Et c'est vraiment bien. C'est super que vous ayez trouvé ça parce que c'est un vrai combat qu'on a mené, qu'on n'a jamais gagné. Je le connaissais pas, lui. Mais le combat du bien-être au travail, parce que la souffrance au travail, c'est pas simplement les troubles musculo-squelettiques, c'est pas simplement, vous connaissez ça parfaitement, c'est pas simplement le fait d'avoir mal au dos, la souffrance au travail, elle est psychique. Et elle n'est jamais traitée de façon politique. C'est incroyable. On n'a jamais réussi à faire avancer ni la droite
ni de la gauche. D'ailleurs, ce sujet-là sur la table du ministre du Travail, qu'est-ce que ça veut dire être bien dans sa peau en tant que salarié ? N'avoir pas besoin de vivre clivé, quoi. Vivre caché, vivre déchiré, être dans une relation toujours de stress avec la hiérarchie. Donc c'est formidable. Bravo. C'est probablement, comme vous le dites Françoise, le truc le plus difficile pour un chef d'entreprise. Moi, j'ai toujours le sentiment que le fait d'être sympathique, d'être organisé, d'être structuré, de plutôt bien payer, en tout cas de payer avant la fin du mois les salaires, et ben en fait, c'est plus l'alpha et l'oméga de ce qui fait le bonheur et le bien-être de nos salariés en entreprise. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger pour ce réquisitoire. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. 3 mots qui sont armes, KGB et football. La parade de victoire au Super Bowl endeuillée par des tirs à Kansas City. 1 mort et 21 blessés. Joe Biden appelle encore une fois le Congrès à légiférer pour endiguer les violences par arme à feu aux États-Unis. Un ancien directeur de l'Express espionnait au service du KGB durant la guerre froide, et c'est l'Express qui le révèle, tout en précisant que Philippe Grumbach n'aurait pas utilisé le journal pour ses missions russes. Et puis 3200 Toulousains à Toulouse pour encourager le TFC qui affronte ce soir le Benfica en 16e de Ligue Europa. Les vraies voix Sud Radio. C'était censé être un rendez-vous festif après la victoire au Super Bowl. La parade s'est transformée en scène de mort et de panique à Kansas City hier. Une dame nous a dit de nous baisser. On a entendu quelques coups de feu. Tout le monde s'est accroupi instinctivement. Des gens couraient sur la colline et nous disaient de ne pas y retourner parce qu'il y avait des tireurs. On a donc fait demi-tour, racontent ces témoins au micro de l'agence France Presse. Joe Biden évoque une tragédie. Le président des États-Unis appelle de nouveau le Congrès à légiférer pour endiguer la violence par arme à feu dans le pays. Philippe Bilger. Là-dessus, j'ai rien à dire, mais malheureusement, c'est une tragique quotidienneté, quoi. Tant qu'il n'y aura pas une réglementation des armes, ce sera une catastrophe. Oui, je repense toujours à Obama en larmes, le discours sur les armes. Je repense à tout ce combat mené par les démocrates, mais ils le mènent aussi de façon assez molle parce que le lobby des armes est énorme. C'est impossible. Molle et hypocrite. Molle et hypocrite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce pays s'est construit avec les armes. Ce pays s'est construit avec les cow-boys. Il s'est construit avec le Far West. Et la vie politique se finance avec l'argent de la vente des armes. J'allais donc le dire. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je veux bien que Joe Biden redemande, mais en réalité c'est le bal des faux culs tout ça. Le deuxième mot est KGB, avec cette histoire qu'on croirait tout droit sortie d'un film d'espionnage. Vous allez voir qu'il va vous dire mon nom est Mathieu, Félix Mathieu. Ou mon nom est Grumbach, pourquoi pas, puisque cette histoire mêle espionnage et journalisme. Le journal L'Express révèle aujourd'hui que l'un de ses anciens directeurs était un espion au service du KGB de 1946 à 1981 tout de même. En revanche, Philippe Grumbach n'aurait pas utilisé le journal pour ses missions. Il était à l'époque en tout cas plutôt réputé proche du centre droit, proche des présidents Giscard d'Estaing, mais aussi de Mitterrand, plutôt du type visiteur du soir, un conseiller officieux, indique le magazine. Info confirmée donc par la veuve de l'ancien dirigeant de l'Express, cet espionnage au service du KGB de l'Union soviétique. L'ancien directeur de l'Express a disparu en 2003. L'Express, où l'on peut lire aujourd'hui, il était impossible de ne pas dévoiler cette zone d'ombre au sein d'un journal qui, de Jean-Jacques Servan-Schreiber à Jean-François Revel, de François Mauriac à Raymond Aron, s'est toujours attaché à combattre les utopies totalitaires et les ravages du communisme. Voilà, ce sont les mots des actuels dirigeants de l'Express dans l'édito où il révèle aujourd'hui le poteau rose quelques décennies après. Alors c'est très étrange, mais c'est un côté romanesque, je trouve. Bien sûr, a tout à fait raison d'insister, vous l'avez fait, sur le fait que ça n'était pas un espion ordinaire qui communiquait des documents, il avait un véritable rôle d'influence politique. Je l'ai appris ce matin auprès de Mitterrand, proche apparemment de Giscard. C'est hallucinant. Ouais, oui, c'est la capacité des services russes quand même. Soviétiques à l'époque. Les services bien sûr soviétiques, comment dirais-je, à infiltrer comme ça les démocraties occidentales. En réalité, on a vu ça bien sûr aux États-Unis. Moi, je suis absolument sidéré. J'ai beaucoup de doutes sur le fait que le journal n'ait pas servi, mais bon, il est tout à fait normal. On va dire qu'il y a prescription.
Mais vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes dont je tairai les noms, de grands reporters qui sont qui travaillent peut-être pas soupçonnés, mais qui travaillent avec les services secrets, avec la DGSE, la DGSI. Voilà. Non, mais français. Voilà. Donc bon, vous savez le mélange des genres. Hein. Mais là, c'est magnifique. En fait, c'est une histoire incroyable au sens premier du terme. Et à l'époque, un News Magazine, je crois que c'était justement l'Express, avait dit que Charles Hernu était un agent du KGB. Il avait fini ministre de la Défense. Mais quand bien sûr. C'est autre chose que rédacteur en chef de l'Express. Moi, je fais toujours très attention à la frontière qui est parfois finalement très infime entre celles et ceux qui font du lobbying et celles et ceux qu'on va quelque part accuser d'être tamponnés par une puissance étrangère et d'être au service d'une puissance étrangère. Voilà, vous avez de nombreux lobbyistes à Paris qui travaillent. Mais ils prennent aussi, ils sont aussi des visiteurs du soir, je ne dirais pas où, et qui sont payés par des puissances étrangères, etc. Donc là, pour le coup, on vient encore montrer du doigt la Russie, qui il est vrai, est assez, je dirais, active sur cette capacité à tamponner, parce que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. J'ai envie de vous dire, les Chinois font pas mieux, pas pire. Troisième mot, football, avec 3200 Toulousains à Lisbonne ce soir. L'aventure européenne. Il y a votre fils, non, dedans? Oui, mon fils et sa chérie. Je les embrasse d'ailleurs. Mathieu et Julie. On peut faire. On les salue. L'aventure continue pour Toulouse. C'est 16e de finale de Ligue Europa face au Benfica. 3200 fans du TFC attendus à Lisbonne. Alors, il y a le fils donc de Philippe David. Merci Françoise. Il y a aussi Sacha qui en fera partie. Il a fait des heures de bus, Sacha, pour voir le match. Un rêve éveillé pour ce jeune supporter de 20 ans. Là, c'est plein d'émotions, là. Il y a un peu de joie, d'excitation. Il y a un peu de tout, là. C'est assez intimidant parce que du coup, c'est la première fois qu'on fait des déplacements comme ça, finalement. On est obligé un peu d'y croire. Vu ce qu'on a fait face à Liverpool, c'est totalement possible. On fait un petit 1-1, ça serait pas mal quand même. Pour un petit retour un peu sympa, un peu excitant à Toulouse, ça peut être cool, quoi. Un petit 1-1 ou un 2-2. Un beau match nul, ça peut être cool. Bon, il est plutôt raisonnable, hein, Sacha, supporter toulousain, joint par Clément Arion pour Sud Radio. TFC Benfica, le coup d'envoi c'est à 21h. Et comment on dit en portugais allez TFC? Força Toulouse Football Club. Toulouse Football Club, c'est Non mais franchement, allez le TFC. Allez le TFC, mais par contre, j'ai eu la chance de voir un match au Benfica. Il y a une ambiance de feu. Et là, il va falloir qu'il serre bien les boulons derrière. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, on va revenir sur cette information qui continue à faire énormément de débats. Le Conseil d'État qui ordonne donc à l'Arcom de mieux contrôler la chaîne de télévision CNews, Philippe. Oui, et on vous pose cette question. Est-ce que pour vous, c'est une attaque contre CNews plus qu'autre chose que cette chaîne est délibérément visée? Elle avait déjà été visée par une ancienne ministre de la Culture. Est-ce réaliste? Parce qu'on peut avoir des idées complètement à droite sur un sujet et complètement à gauche sur d'autres. D'où cette question, au nom de l'équilibre, faut-il étiqueter politiquement tous les intervenants dans les médias? Eh bien, vous dites non à 80%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on va en parler avec quelqu'un que vous connaissez bien sur Sud Radio, Éric Revel, ancien patron de LCI, sera avec nous dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La force de frappe de Sud Radio, c'est quand même incroyable. On est partout. Vous pouvez nous écouter où que vous soyez, sur une appli, forcément dans votre voiture, hein, où que vous soyez, sur les applis, votre tablette, votre téléphone. Et le site internet Sud Radio. Et vous nous écoutez donc depuis maintenant 3 semaines à Lyon. Donc salut Lyon, merci en tout cas d'être parmi nous. Énorme bassin quand même. On salue les Gaunes, c'est plus d'1 million d'habitants comme bassin et d'auditeurs potentiels. Qu'est-ce qu'on pourrait nous envoyer comme nourriture de Lyon? Vous avez la cervelle de Canut si vous aimez le fromage, vous avez les quenelles, vous avez plein de choses délicieuses à Lyon. Si on allait y faire une émission, j'ai quelques adresses pas mal, ma chère Cécile. Un petit bouchon. Un petit bouchon, c'est bon ça, un petit bouchon. Un petit bouchon. Et un gros bouchon, on peut ou pas? Allez, soyez les bienvenus, Philippe Bilger, Françoise de Gaulle et Sébastien Ménard. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Qui
veut la peau de CNews. C'est une chaîne qui est une chaîne plus qu'orientée. On est en train d'organiser la censure. Une chaîne d'extrême droite, sur laquelle, en fait, la part belle est faite à des gens qui portent la même opinion. Vouloir bâillonner CNews, ce serait une atteinte à la liberté d'expression, c'est évident. Sur CNews, l'opinion, elle est déjà forgée avant même qu'on arrive, si j'ose dire. Il va falloir savoir un petit peu sur chaque chroniqueur, sur chaque animateur, de quel bord politique il est. Le pluralisme ne se décrète pas. Le pluralisme, il s'applique. Est-ce une chaîne d'extrême droite, hein? En tout cas, c'est ce que dit le patron du PS, Olivier Faure, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur CNews. Les réactions pleuvent depuis la décision du Conseil d'État concernant CNews. Justement, la juridiction administrative donne 6 mois à l'Arcom pour mieux contrôler la chaîne. Elle enjoint à veiller aussi au pluralisme et à l'équilibre politique au-delà du strict temps de parole des invités politiques. Procédure donc initiée par Reporters sans frontières. Ou alors, parlons vrai. Est-ce que c'est une attaque simplement sur CNews ou est-ce qu'on va demander la même chose à toutes les chaînes? Parce que ce serait quand même intéressant quand on voit certaines chaînes de service public où il n'y a pas de diversité. Est-ce que c'est réaliste? Puisque un chroniqueur peut avoir une idée complètement à droite sur un sujet et complètement à gauche sur un autre. Au nom de l'équilibre, faut-il étiqueter politiquement tous les intervenants dans les médias? Vous dites non à 80%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Éric Revel sera avec nous dans quelques instants, ancien directeur général de LCI. Bonsoir Éric Revel. Il sera là avec nous dans un instant. Petit tour de table d'abord avec vous, Philippe Bilger. Ça n'en finit pas de faire un scandale. Mais scandale, il y a. Je trouve, mais entendons-nous, il y a des scandales qui sont porteurs d'espérance. Moi, je vois 2 avancées considérables dans ce qu'a très bien décrit Philippe David. C'est vrai, on voit bien la décision du Conseil d'État qui dépasse la règle du pluralisme habituel durant les périodes politiques, qui vise, je vais très vite, je serais plus nuancé si on avait du temps, à étiqueter idéologiquement chroniqueurs, essayistes, intervenants, et à vérifier l'économie générale de la chaîne. Mais les 2 bonnes nouvelles de mon point de vue, c'est d'abord que ça n'est pas par hasard que CNews, dans la forme, est exclusivement ciblée parce qu'elle progresse considérablement, et dans le fond, c'est très intéressant de voir que le dévoiement de la démarche de RSF par Christophe Deloire va permettre dorénavant de questionner l'idéologie qui se trouve au cœur des médias publics et qui parfois est affichée de manière plus ostentatoire qu'ailleurs. Françoise Degois. D'abord, CNews a fait son choix. CNews, c'est une chaîne qui organise le débat entre toutes les nuances de droite et d'extrême droite. Essayer de nier ça revient à dire que le soleil se lève à l'ouest. Il est tellement évident que cette chaîne, du matin au soir et du soir au matin, a une ligne. Et moi, quand Olivier Faure dit c'est pas la peine qu'on y aille parce que tout est déjà fait pour le public, je pense qu'il a vraiment raison. C'est pas ce qu'il a dit. Je vais terminer, laissez-moi finir. Je pense qu'il a tout à fait raison et la gauche n'a pas à aller se perdre et servir de faire valoir. Quand je vois la façon même dont les rares chroniqueurs de gauche sont traités chez Pascal Praud, à part se servir de potiche, si vous voulez, d'ailleurs tous les chroniqueurs en règle générale, ça c'est le premier point. Mais c'est le premier point. Mais c'est la vérité. Après, on peut m'expliquer. Deuxièmement, sur le succès de CNews, oui, le succès de CNews n'en reste pas moins vrai que c'est toujours la 2e chaîne de TNT. Depuis 2 mois. Mais si, bien sûr. Mois de janvier, BFM a battu CNews. Je rappelle que tous les soirs, Pascal Praud se prend 2 millions dans la vue de quotidien de Yann Barthès. Donc, il faut quand même arrêter de penser que d'un seul coup, l'événement international et mondial, c'est CNews et le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré ne va pas bien. Le JDD, c'est ni mieux ni mal. Europe 1, n'en parlons pas. Voilà, CNews, c'est le fer de lance, c'est la vitrine. Il faut juste assumer les gens. Il faut juste que CNews assume et ne raconte pas d'histoire, que CNews assume qu'elle organise le débat entre la droite et toutes les nuances d'extrême droite. Et elle a le droit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le flicage des éditorialistes, je suis complètement contre. Est-ce que moi, tout le monde sait que je suis absolument de gauche, éternellement et pour toujours. J'ai jamais caché ça. Amen. Mais je suis pas de la gauche de Éric Nolot, qui passe sa vie à dire qu'il est de gauche, mais qui passe sa vie à aller au meeting de Zemmour, etc. Donc cette gauche-là n'existe pas. On aime bien Nolot. Oui, tant mieux que vous l'aimiez bien. Moi, je l'aime bien humainement, mais c'est vraiment de la supercherie totale. Je termine en disant que est-ce que moi, mon temps de parole doit être décompté dans le temps de parole, par exemple, du Parti socialiste?
éditorialiste, il est hors de question. Les éditorialistes ont justement pour fonction d'avoir une opinion, un point de vue. Donc je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie, mais sur la première partie, de grâce, que CNews arrête de se victimiser. Et évidemment que toute la chaîne est faite dans cette ligne-là éditoriale. Il y a du pluralisme comme je suis archevêque chez Sébastien CNews. Ménard. Mais vous aimez la religion, pourtant. Sébastien Ménard. J'aime la religion, mais il ne faut pas foutre de la figure des gens. Je suis partagé parce que ce que dit Françoise est intellectuellement exact. On va pas se cacher derrière le petit doigt. Il y a une ligne, effectivement, qui est je vais être un petit peu plus nuancé, qui démarre au centre droit et qui va jusqu'à la droite plus dure. Ça, c'est très vrai. C'est d'Artigol, le centre droit. Et c'est très vrai. Je plaisante, Olivier, je plaisante. Et on embrasse Olivier d'Artigol. Oui, je l'adore en plus. Voilà. Le seul survivant là-dedans. Je dis que ils ont le droit d'exister. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une ligne éditoriale qui est assumée, qui est de temps en temps effectivement agitée, édulcorée par quelques chroniqueurs venus de la gauche, et encore que de la gauche qui est suffisamment courageuse, parce que moi je trouve Olivier d'Artigol suffisamment courageux pour quasi chaque jour tenter de tenir des positions parfois pas simples, parce qu'il est souvent isolé. Mais en même temps, pour celles et ceux qui aiment les médias, et j'en suis, pour celles et ceux qui travaillent dans les médias depuis un certain nombre d'années, j'en suis aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un CNews. Ça fait du bien d'avoir une posture quelque part intellectuelle et politique qui est représentée dans les médias. Enfin, moi, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui peut se raconter sur CNews. Je ne suis pas d'accord avec tous les éditorialistes, les chroniqueurs, voire même les journalistes de CNews. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi quelque part de mentir aux Françaises et aux Français en leur disant que finalement l'alpha et l'oméga de l'actualité française, elle est au centre-gauche ou à la gauche de la gauche, parce que c'était quand même ça. Elle est majoritaire là, c'est ça le sujet. Moi, j'ai une vraie question, et je rebondis sur ce que vous dites, Françoise, de dire ne faut pas y aller parce qu'on ne veut pas servir de faire-valoir. C'est pas ça ce que j'ai dit. Non, si. J'ai dit, je comprends. Vous avez approuvé Olivier Faure en tant qu'homme politique, parce que j'entends le melon de Pascal Praud. J'ai pas fini. J'entends le melon de Pascal Praud qui explique en gros les élus de gauche, c'est ça qu'il a dit, ont peur parce qu'ils ont peur d'être confrontés à des chroniqueurs intelligents. Écoutez, non, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, je l'ai entendu. Il a dit Mélenchon ne veut pas venir, un tel veut pas venir, Sophie Binet veut pas parler à CNews. D'être confrontés à Éric Nolot qui les mettrait en difficulté car nos chroniqueurs sont très intelligents. Oui. Non, mais j'ai entendu la même chose que vous. Excusez-moi. Non, j'ai pas fini ma question. En fait, j'ai pas fini. Ce qui est intéressant. C'est quand même à se taper le cul par terre. Ce qui est intéressant dans le débat, en tout cas nous à Sud Radio, c'est de dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un ou de droite ou de gauche peut vous faire changer d'avis ou dire ah oui c'est pas complètement idiot. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que je vous explique un truc. Je vous explique un truc. Moi, je suis par exemple la preuve que ça existe à Sud Radio. Voilà. Oui. Moi, par exemple, à Sud Radio, je suis la preuve qu'il y a une vraie diversité. Parce que je parle pas de la gauche. Donc c'est possible. Oui, mais ça n'est pas possible. Excusez-moi, mais vous avez déjà regardé les plateaux de CNews ? Vous avez déjà vu les plateaux de CNews ? C'est du psittacisme. Excusez-moi, je le redis, vous êtes très gentil de parler du centre droit. Non, c'est véritablement, à part je trouve qu'Elisabeth, par exemple, Lévy apporte des nuances et Philippe Bigère apporte des nuances. Et l'homme de gauche des plateaux, maintenant, c'est Philippe Bigère sur CNews. Enfin, je le savais bien. J'ai envie de rigoler. Mais à ce stade-là, mais à ce stade-là, c'est un choix éditorial assumé. Pourquoi voulez-vous penser que vous allez changer l'avis de n'importe qui va regarder ? Ça sert à rien. Vous participez à un jeu du cirque, c'est inutile. Ça réagit. 0826 300 300. Stéphane, vous voulez réagir sur ce débat ? Vous êtes le bienvenu. Oui, moi je suis effondré par ce que je viens d'entendre. Madame Devoix, toujours des réactions attendues, mais là j'avoue que comme vous, non madame, je vous permets pas. Non, parce que moi je suis pas un personnage comme vous, mais laissez-moi parler. Je vous ai écouté dans votre long monologue. Je pense que vous vous trompez. Je pense que vous êtes terrorisé à l'idée que un certain nombre d'idées commencent à faire leur chemin, que les gens en ont assez d'entendre toujours les mêmes choses. Et je pense que la diversité, c'est la meilleure des choses. Et moi, si les gens aiment pas CNews, ils regardent pas, ils changent de chaîne. Je suis d'accord avec vous. Où est le problème avec ça? Mais Stéphane, vous êtes tellement sûr de vous êtes tellement certaine de votre vérité. Vous assénez des vérités, mais
Mais c'est absolument incroyable. Stéphane, vous c'est pareil. Mais Stéphane, idéologiquement vous êtes complètement à la rue. Les gens ils en ont assez d'entendre ça. D'abord, petit on n'est pas. Stéphane, moi je vous ai pas du tout. Je ne vous ai. Non, mais Stéphane, je vous ai pas. D'abord, je vous ai pas mal parlé. Je ne vous ai pas mal parlé. Vous me traitez vraiment. Excusez-moi, vous êtes complètement tout à fait à l'ouest. Moi, je ne. Non, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Soyez assez aimable pour me laisser finir. Soyez assez aimable. Personne n'est effrayé par l'idée que des idéologies arrivent. On a le droit de ne pas les aimer, ces idéologies. C'est pas une question de peur. Excusez-moi, je pense que le racisme n'est pas une opinion. Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure sur Sandrine Rousseau, je pense que je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'homophobie n'est pas une opinion. Je pense que l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Donc, ne me parlez pas de peur. On peut pas accuser CNews d'antisémitisme. Je ne vous parle. Non, ça c'est sûr. Je ne vous parle pas de ça. Mais il n'y a pas que ça comme faute lourde. Il n'y a pas que l'antisémitisme. Et moi non plus, on ne peut pas m'accuser d'antisémitisme. Justement. Non, au contraire. Donc, je vous dis juste que c'est pas un problème de peur. C'est un problème juste que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait que des gens ne regardent pas ça. Moi, je suis. Moi, je vais pas découper la liberté d'expression en morceaux au gré où ça m'arrange. Allez, Stéphane, vous restez avec nous parce que ça sonne au standard avec Christophe qui voulait réagir aussi. Bonsoir Christophe. De Paris. Bonsoir Christophe. Bonsoir, je vous ai déjà eu plusieurs fois avec plaisir. J'écoute Françoise et j'écoute en effet qu'il y a plusieurs personnes sur le plateau qui de temps en temps sont sur CNews. Absolument. Et moi, ce que je trouve absolument inadmissible, mais vraiment, je suis terriblement en colère contre cette institution qui s'appelle le Conseil d'État, qui ne sait plus ce que c'est que l'égalité et l'équité. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez chacun le droit d'avoir vos opinions, j'ai la mienne, vous avez la vôtre, je respecte celle de Françoise, même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais elle a le droit de s'exprimer. Merci. Et je ne trouve pas, ça devient de la police de la pensée. Et quand la police de la pensée arrive, je suis désolé, ce n'est plus la démocratie, et ce n'est plus mon pays, ce n'est plus la France. Dans ces cas-là, je prends ma carte d'identité, je la déchire et je ne veux plus entendre. Mais la police. Merci pour votre témoignage, Stéphane. Bougez pas. Christophe et Stéphane, bougez pas. Oui. Sébastien Ménard. Quand on parle de la police de la pensée, moi, parfois, je m'égare avec délectation sur le service public radiophonique français, notamment sur la première radio de France, parce que c'est le cas. Mais on s'entend parfois. On a un certain nombre d'amis engagés politiquement, et pas que de vils fachos de droite ou d'extrême droite, mais on a aussi des centristes qui se font malmener par clairement un attelage de chroniqueurs, de journalistes qui sont anti-gouvernement, qui sont anti-droite et qui sont anti-tout. Qui ça, France Inter, anti-gouvernement. Excusez-moi, mais c'est le débat entre toutes les nuances du macronisme. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous le dis. On a le droit de pas être d'accord avec vous, Françoise de Gouin. Je suis désolé. Mais arrêtez de le fantasme. Excusez-moi, ils sont plutôt pro-NUPES. Le fantasme du service pro-NUPES. Arrêtez vos délires, ils sont pro-NUPES. C'est pas un délire. C'est pas un délire. Vachement pro-NUPES. Allez, on ne crie pas. On ne crie pas. Philippe Bilger. Je voudrais revenir sur l'entretien avec Jean-Jacques Bourdin. Oui. J'ai entendu Olivier Faure, Françoise, et il a dit ce que vous avez dit aussi. Mais chez Jean-Jacques Bourdin, il a dit « Je ne suis jamais invité à CNews, ça fait des années que je... » Il ne disait pas qu'il ne voulait pas y venir. Il disait qu'il n'était jamais invité, et c'est faux. C'est ça qui m'a gêné de la part de beaucoup de personnalités de gauche. Je ne dis pas qu'elle serait laminée. C'est absurde de dire ça. C'est Pascal Praud dit ça. Oui, mais vous imaginez le niveau maintenant. Mais je pense que Pascal Praud a raison aussi là-dessus. Mais je crois que qui serait laminé? Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon serait laminé par Éric Nolot? Vous pensez que non, mais sérieusement, mais vous êtes sérieux de minutes? Non, mais sérieusement, mais arrêtez un peu. Redescendez sur les amis, on vous entend pas. Et donc il y a beaucoup de personnalités de gauche qui préfèrent ne pas venir sur CNews parce qu'il est confortable de garder une image, je dirais, de chaîne de droite, et je récuse
absolument, en ce qui me concerne, l'étiquette d'extrême droite. De droite, conservatrice, Vincent Bolloré a tout à fait le droit d'installer dans sa chaîne quelque chose. Et donc, ça n'est pas uniquement, Françoise, quelque chose qui résulterait du vice de CNews, c'est que les gens ne veulent pas venir parce qu'ils préfèrent demeurer dans leur camp à soi. Allez, réaction de Stéphane. De vous faire traiter comme vous faites traiter sur les plateaux. Excusez-moi, vous avez vu, à part Gabriel Attal, qui est toujours très bien reçu, je l'aime beaucoup. Vous avez vu la façon dont les gens de... Allez. Vous avez vu la façon dont les gens de gauche se font défoncer dans les débats. Françoise, allez. Stéphane, allez les amis, s'il vous plaît. Réaction de Stéphane. Oui, moi, je pense au final que de toute façon, la décision, elle est inapplicable parce que ça c'est trop compliqué. C'est encore une belle usine à gaz qu'on nous met en travers. Et que de toute façon, ça n'empêchera pas les gens de s'exprimer, de penser ce qu'ils pensent. Et la pensée unique, je pense que les gens en ont assez, quoi, tout simplement, les auditeurs. Non, mais c'est intéressant, Stéphane, aussi d'avoir des débats un peu rugueux, comme on fait là, par exemple. Tout à fait. Mais ce que dit Stéphane, c'est intéressant. Je vais vous prendre 2 exemples. Maastricht et le traité constitutionnel européen. 100% des médias français disaient qu'il fallait voter oui, et que si on votait non, on était un crétin, un facho et un inconscient. Ça n'est pas ça, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vous le dis parce que j'étais sur une grande radio. Il y a pas 100% des médias. Comme Sud Radio. Il y avait les dirigeants des médias, les éditorialistes, souviens. C'était coupé en deux. C'était vraiment un vote de classe. Vous aviez les dirigeants, je prends la radio de référence. Vous aviez les grands éditorialistes, les dirigeants qui étaient pour le oui, et vous y avez la rédaction et les reporters qui étaient pour le non. C'était cassé comme ça en deux. Donc c'était plus subtil que ce que vous dites. Mais ceux qu'on entendait, c'était ceux qui appelaient à voter oui. Moi, je faisais des reportages, ils étaient entendus par des millions de gens et j'étais pour le non. Donc Stéphane, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que le débat est fini, et la mauvaise, c'est que vous allez devoir les plier au qui l'a dit. Les casser en 4. Voilà, vous allez devoir gagner, Stéphane. Il va nous plier, je suis sûr. Non, ça va pas être difficile. Non, super. Stéphane, ça va être magique. Écoutez bien, ça va être magique. Bougez pas, Stéphane, on revient dans un instant. En attendant, c'est le moment de jouer avec Sud Radio. Vous avez remarqué peut-être que hier, c'était la Saint-Valentin. C'était bien hier, on est d'accord ? Oui, absolument. Et donc, on est encore dans cette semaine de la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir tenter de gagner un très joli séjour. Écoutez-moi bien. Le château de Courcelles, dans les Hauts-de-France, une demeure imprégnée d'histoire, avec des personnalités illustres, Jean Cocteau, Christian Dior, des rêves incroyables, dans une nuit de prestige, avec des petits déjeuners, des dîners gastronomiques, 5 services concoctés par le célèbre chef doublement étoilé. On peut pas bosser ici, c'est pas possible. Benjamin Colomba. Écoutez bien. Vous allez appeler le 0826 300 300 et vous avez vraiment envie d'être heureux. Et vous avez la possibilité d'être sélectionné pour cette grande finale de vendredi. C'est demain. Donc c'est maintenant. Allez-y. 0826 300 300. Le 10e appel au standard. Sélectionné pour cette grande finale. En attendant, Stéphane est avec nous de Pézenas. Il va vous plier en deux. Je suis sûr. Il est trop fort. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Maintenant qu'on s'est engueulé pour de mauvaises raisons ou de bonnes raisons, on va s'entretuer pour le qui c'est qui pour de mauvaises raisons ou de bonnes raisons. Voilà, c'est ça. Avec Stéphane. En tout cas, Stéphane, il avait raison. On tombe d'accord sur le truc. C'est une usine à gaz impossible à mettre en place. C'est son histoire, la Darcom. C'est ça. Et je voudrais dire quand même un truc pour la semaine dernière. Tu avais raison, Françoise Degois. On m'a soufflé la réponse, Étienne Daou. Mais je sais, tu nous l'as dit. Voilà. Non, mais je voulais le redire. Parce que je voudrais que vous tourniez votre reportage. C'est comme au saloon maintenant. Ça devient dingue. C'est ça. Terminez la confiance. On va mettre des brouilleurs ici. Et Françoise devait gagner la semaine dernière. Stéphane, j'ai gagné hier. Les amis, on perd du temps. S'il vous plaît. Stéphane, je compte sur vous pour gagner. Ok, alors bougez pas. Le quiz de l'actu. Allez, Stéphane. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Moi, je suis à fond derrière Stéphane. Allez, alors écoutez-moi bien. Qui c'est qui l'a dit ? Un point. Au sujet de Gérard Miller, on ne peut compter sur aucun homme. Oh, c'est facile. Bonne réponse de Stéphane. C'est un point, on l'a dit. Oui, heureusement qu'il l'a dit, sinon on se ferait engueuler. Autre question à un point. Stéphane, qui c'est qui l'a dit au sujet du conflit israélo-palestinien ? J'adjure les travailleurs dans les ports et dans les bateaux de ne pas transporter les armes. Bonne réponse. Il est fort, on l'avait
Olé, 2-0. Olé. Excusez-moi, humiliation. Humiliation. On n'est pas bien. Stéphane, pour votre info, nous avions les réponses. Simplement, tout à fait. C'est vrai qu'il les avait. C'est vrai qu'il les avait. Question qui. Je l'ai dit quand même rapidement là. C'est vrai. Question qui l'a dit, 2 points à l'occasion d'un Tour de France agricole de 3 semaines. Mon souhait, c'est que on soit en bonne position des agriculteurs sur la liste des Républicains. Ah, Éric Ciotti ? Non. François-Xavier Bellamy ? Non. Laurent Wauquiez. Bonne réponse, Laurent Wauquiez. 2 points pour Sébastien Ménard qui recolle ne vous inquiétez à Stéphane. pas, ma chère Cécile. Non, mais question tu vas lui à souffler, 2 points. Question à 2 points. Ouais, moi j'ai toutes les réponses. S'il vous plaît, question à 2 points. Stéphane, qui l'a dit ? Je salue les cheminots de la SNCF qui ne rentrent pas dans ce mouvement de grève. Gabriel Attal. Bonne réponse. C'est facile. Mais on les a aussi. Mais il les a aussi. Ah oui, non, mais il est bon, il les a. Allez, question à 1 point. On y va vite. Qui l'a dit sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution ? L'IVG est une procédure indispensable, mais la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux. Ah, le président du Sénat, Gérard Larcher. Bonne réponse. On l'avait aussi, le Gérard Larcher. Alors les vraies voix, on fait voir les moyens. Mais c'est pas ça, mais on a toutes les réponses, il a le droit de parler en premier. Il est fort. Je les avais pas. On l'avait aussi. Question à Je regarde un peu CNews, alors je me tiens au courant. Je regarde un peu CNews, alors je me tiens au courant. Question à 3 points, Stéphane. Qui l'a dit ? C'est d'un ex-LR recyclé macroniste. On vous aide. Ça s'appelle LR, mais ce n'est plus LR. Chacun joue sa carte, ouvre une petite chapelle dans ce qui devrait être au contraire un collectif. Ah, ça pourrait être encore Éric Ciotti. Non. Bonne réponse de Françoise Degois. 3 points. 3 points. Qui l'a dit ? 2 points. Sur un point. 2 points. Sur l'absence du RN à l'hommage national de Robert Badinter, nous, on est des gens respectueux. Je sais. Stéphane. Ah non, là, je bouge pas. En même temps. On les a. Là, vous êtes vraiment en même temps 2 points chacun. 2 points pour Sébastien, 2 points pour François. Il y a une alerte enlèvement pour Philippe Bilger. Je vous le dis tout de suite. Moi, s'il vous plaît, question à 3 points. Non, il n'y aura pas de délai supplémentaire à l'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035. Je sais. Stéphane. Non, Christophe Béchu. Je vois pas. Bonne réponse de Françoise Degois ce matin sur Sud Radio. 3 points. Dernière question, attention, et c'est une question à 5 points. Waouh, 5 points. Ouais. Il tient les cordons de la bourse. Depuis 2017, les performances économiques de croissance française ont été systématiquement... Bonne réponse. Il a gagné. Il est 5 points. Vous êtes à 8 et lui sur 8 et 5, il est à 10. Alors Stéphane, vous pouvez remercier, Cécile, c'est son jour de bonté, elle a passé la question de 3 points à 5. T'es vraiment, c'est dégueulasse. Toutes les semaines, elle se fait avoir. Elle est intègre. L'an dernier, je me suis fait avoir par Bénard qui a triché. Françoise. C'est dégueulasse. Est-ce que j'ai gagné alors? Vous avez gagné un dîner avec Françoise Degois? Oui. C'est ça? Où est-ce que vous êtes à Pézenas? Avec plaisir, on va pouvoir s'engueuler, mais finalement on sera très copains à la fin, j'en suis sûr. Parce que vous savez qu'avec Françoise on ne peut être que copains en plus, c'est ça qui est vrai. Vous êtes certaine? En tout cas, oui, absolument, j'en suis certaine et je le confirme. Non mais d'accord. Et je le confirme. Tu confirmes, mais n'empêche, tu m'as truandé la victoire. Vous pouvez toujours me dire que tu devais gagner, François. Qui est cette personne? Allez, dans un instant. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Un destin fauché, un fabuleux marathonien kenyan. Françoise Degois. Je ne me souviens plus. C'est bien, c'est un bon sujet ça. Et Philippe et Sébastien Ménard. Allez, on est dans un instant. Allez, on fait le point dans un instant. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300. Dans un instant avec Félix Mathieu. Vous avez la parole. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Vous nous emmenez où? Direction Montpellier ce soir où depuis 3 ans un étudiant vit un cauchemar. Quelqu'un usurpe son identité pour prendre le train. En 3 ans, il a reçu plus d'une trentaine d'amendes, un total d'environ 7000 €. Alors nous sommes avec lui dans un instant, c'est une histoire assez étonnante. Et en attendant...
Le coup de gueule. Et je voudrais pousser justement un coup de gueule sur ce qu'on a fait subir aux Français il y a maintenant 4 ans avec les excès délirants lors des confinements. Un homme vient de gagner un procès contre l'État qui va devoir lui payer 12 000 € pour avoir usé, je cite, d'un processus de dépassement disproportionné des pouvoirs de contrôle et un déni de justice, à savoir le droit de se trouver avec son père pour un motif familial impérieux. En avril 2020, Patrice Dupas, c'est son nom, avait voulu visiter son père mourant sur l'île de Ré. Après avoir coché sur l'attestation le motif familial impérieux, malgré des échanges de SMS avec la gendarmerie de son département et une attestation du médecin de famille sur l'état de santé du père, il avait été empêché de traverser le pont de l'île de Ré par les gendarmes et avait écopé d'une amende. Son père était mort 3 jours plus tard sans qu'ils aient pu se revoir. Alors je suis scandalisé car toutes les limites de l'inhumanité ont été dépassées à ce moment. Un de mes amis qui a perdu son père, et pas du Covid à l'époque, a eu interdiction de le voir pour la mise en bière avec un enterrement réduit à 10 personnes, tout espacé, où on ne pouvait même pas se prendre dans les bras dans ces moments terribles. Comme ces personnes verbalisées revenant du cimetière après des obsèques et qui avaient été verbalisées parce qu'elles avaient dépassé l'heure qui était autorisée pour sortir. Alors on me dira que la pandémie, le principe de précaution, etc. Mais la peur n'a jamais fait reculer le danger, et 2, surtout, on ne doit pas interdire à une famille de se retrouver une dernière fois, a fortiori quand le malade n'est pas victime d'une maladie contagieuse grave. Oui. Philippe Bilger. C'est magnifique. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, il y a eu des gestes d'humanité exceptionnels parce qu'il y a eu ces folies-là où on a laissé les gens mourir tout seuls. Moi, j'ai des amis en Italie qui sont morts tout seuls et ils étaient quand même assez jeunes, avec interdiction pour les parents de venir les voir, donc ça fait très mal. Mais vous avez aussi la grandeur des médecins. Vous avez aussi combien de médecins en réanimation, ils ont tout transgressé. C'est-à-dire que quand ils sentaient que la personne allait mourir, ils appelaient discrètement la famille en disant « mettez-vous d'accord ». Je suis encore ému, c'est vrai. Hein. Mettez-vous d'accord pour qu'une personne vienne. Et il filait quand la personne arrivait. Moi, c'est un chef de réa d'un grand hôpital qui me l'a raconté, donc je pense qu'il y a prescription, mais on ne sait jamais, je dis pas qui. Et c'était pas en France, alors ça va. Si, c'était tout à fait en France. Quand ils ont fait pareil en Italie. Quand ils arrivaient, ils filaient la charlotte, la blouse, avec le badge de médecin pour que cette personne-là, que la famille avait désignée, puisse passer les dernières heures avec la personne qui était en train de mourir en réanimation. Donc, il y a eu des horreurs, mais on s'est aussi transgressé, parce que vous savez ce que ça coûte à un médecin et des moments d'humanité. Hein. Oui. Il y en a eu des milliers de cas où les médecins ont transgressé cette règle. Il y a eu plusieurs catégories d'engagés, de volontaires, de premiers de cordée pendant le Covid. Mais c'est vrai qu'on a tous été confrontés à la fois aux prouesses, au exceptionnel des personnels soignants, accompagnants et je vais le dire, et pourtant Dieu sait que je les défends souvent sur cette antenne, à la bêtise zélée d'un certain nombre de fonctionnaires, de police, moi je l'ai vu à Biarritz, nos policiers municipaux étaient dans un excès de zèle parfois. Ah ouais. Oui, mais bien sûr, avec les attestations, etc., tout ça a été, et on le sait a posteriori, tout ça a été ridicule, tout ça ne servait strictement à rien. Alors effectivement, quand on vous empêchait d'aller prendre l'apéro en mode confinement chez un voisin, ça je peux le comprendre, même si on entravait quelque part un certain nombre de libertés fondamentales, parce que la liberté de se déplacer c'est une liberté fondamentale, mais là quand on arrive quelque part à empêcher un aimant, un fils d'aller voir son père mourant, on est dans l'abject et la bêtise la plus absolue. Merci beaucoup en tout cas Philippe David, direction Montpellier. Avec, imaginez cette histoire, quelqu'un qui se fait passer pour vous depuis 3 ans, et bien c'est ce qui arrive à un étudiant en odontologie de Montpellier, victime d'une usurpation d'identité. Bonsoir Charlie Acosta. Bonsoir Félix, merci de me recevoir. Alors je résume un peu votre histoire. Vous recevez des amendes à cause d'un inconnu qui prend le train sans billet et qui se fait passer pour vous auprès des contrôleurs. Plus d'une trentaine d'amendes en 3 ans pour un total d'environ 7 000 €. L'usurpateur utiliserait une photo de votre carte d'identité avec une adresse qui n'est plus la bonne, ce qui fait que vous pouvez même pas contester les amendes dans les temps. Comment vous êtes rendu compte de cette situation ? Eh bien, en fait, je venais de rentrer en 2e année de chirurgie dentaire, donc après un concours de médecine fastidieux et laborieux. Et je faisais l'après-midi shopping, et là, j'ouvre mon compte bancaire. Et je vois qu'il y a un montant de moins 741,36 centimes, donc c'est très précis et c'est très marquant, sur mon compte qui apparaît. Et donc je me dis, qu'est-ce que c'est que ce foutoir, qu'est-ce qui se passe? Donc de là, ni une ni deux, je pars à la direction départementale des finances publiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il m'emmène, il me renvoie vers la trésorerie Amande Hérault, en fait, de Montpellier. Donc j'y vais, et après 40 minutes d'attente, un ticket
et des scènes plutôt drôles à la trésorerie, on me dit, Monsieur Acosta, il faut que vous payiez vos amendes. Et donc moi qui n'ai jamais pris aucune contravention, qui n'ai jamais commis aucune infraction et qui n'ai jamais reçu aucune amende, je comprends pas la situation. Et c'est là que je me dis, peut-être une usurpation d'identité. Oui. Donc il a suffi que l'usurpateur montre une photo de votre carte d'identité pour que ça fonctionne, même sans avoir votre adresse actuelle finalement. C'est ça, et même sans avoir de carte d'identité physique. Il faut savoir que je n'ai jamais perdu ma carte d'identité de ma vie. J'ai toujours eu sur moi, et aujourd'hui j'ai refait ma carte d'identité en donnant mon ancienne carte d'identité pour pouvoir la refaire. Et vous savez comment il a pu avoir une photo de votre carte d'identité? Vous pouvez que supposer? Eh bien, en fait, c'était des trajets qui partaient de Béziers, donc Béziers-Narbonne, Béziers-7 et Frontignan. Et donc, moi, il faut savoir qu'avant de faire mes études à Montpellier, je suis originaire du Biterrois. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui je devais être au lycée, qui a dû fouiller dans mon sac ou prendre ma carte d'identité. Vous savez, comme quand vous montrez votre carte d'identité à votre ami et qui dit la tête que tu avais dessus parce qu'elle est un peu ancienne. Et voilà, au final, on s'attend pas à ce qu'une personne qu'on connaisse prenne notre identité et au final nous fasse vivre cette enfer. Et donc c'est à vous de prouver que vous n'avez pas pris ces trains à chaque fois. C'est ça. En fait, pour chacune des amendes, il faut, comme c'est des amendes qui ont plus de 90 jours, envoyer un courrier à l'officier du ministère public avec accusé de réception en lettre recommandée et prouver à chaque date, chaque heure, qu'est-ce qu'on faisait et pourquoi ce ne peut pas être nous qui étions dans ce train en train de prendre une amende. Donc voilà, aujourd'hui je suis à plus de 30 amendes annulées et je viens d'envoyer mon 4e courrier auprès de l'officier du ministère public. Mais c'est lunaire, on n'en sortira jamais. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ah oui. Ouais, sur l'usurpation, ça m'intéresse. Expliquez-moi comment ça fonctionne. J'avais raconté, enfin, à l'époque où je dirigeais cette section du droit bancaire, j'étais tellement conscient du labyrinthe et de la bureaucratie dans lesquels tombaient ces gens auxquels on avait volé leurs documents d'identité, chéquiers et autres, que j'avais organisé très modestement une série de démarches préventives qui leur évitaient immédiatement d'être sollicités comme le voleur, et ça change une vie, quoi. C'est épouvantable, sinon. Et Charlie, la prochaine fois, vous direz que vous habitiez chez moi, donc ça vous fera un alibi. Sébastien Ménard. On a aussi cette problématique avec les voitures, quand vous avez quelqu'un qui crée une doublette, et c'est apocalyptique. C'est avec une plaque qui est la vôtre. J'ai juste une expérience personnelle. On est en retard. C'est une petite expérience. Petite expérience. Moi, on m'a usurpé, on m'a volé le jeu de précédent. C'est ce que je voulais juste dire. Voilà. 2 fois. Ça fait la 2e semaine. Ménard a avoué que ça avait gagné. Et vous n'avez aucune preuve. J'ai aucune preuve que vous avez envie de dire ce que disait Sarkozy. Quelle indignité. Merci beaucoup. C'est de la diffamation. Bah oui, bien sûr. Je porte plainte en diffamation et en fausseté. Charlie Acosta, merci beaucoup de votre témoignage. Courage, surtout. J'espère que les choses vont s'arranger et on pense bien entendu à toutes les personnes dont l'identité a été usurpée. C'est un drame total. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu. Est-ce que cette fois-ci vous vous souvenez de vos sujets ou pas? Ah bien sûr. Philippe, la mort tragique d'un marathonien de génie, si j'ose dire. Moi je parle de Anatomie d'une chute, ce film planétaire qui fait vibrer la France. Pas un mot d'Emmanuel Macron ni de Rachida Dati, c'est étonnant. Sébastien Ménard. Ma vie avec les contrôleurs aériens et les contrôleurs ferroviaires. Oula, ça va chier. Allez, à tout de suite. Bienvenue. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de nous, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. En attendant, le tour de table de l'actu, c'est maintenant. Vous regardez les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour des sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait rendre hommage à Kelvin Kiptoum, le marathonien qui est décédé tragiquement. Absolument, il conduisait une voiture, il avait 24 ans au Kenya, et on m'a raconté par la suite que, évidemment, il n'était pas très prudent, ces chauffeurs kenyans qui, dans l'ivresse de la victoire ou de l'entraînement, prenaient des risques insensés. Il n'empêche que lui est assez extraordinaire. Voilà un homme dont le dernier marathon était de 2 heures, 0 minutes et quelques secondes. Donc il était passé sous 2 heures, 1 minute. Il avait fait
très peu de marathons. Il avait fait 2 semi-marathons en France avec des temps remarquables et il est évidemment le grand favori des Jeux Olympiques qui auraient dû se dérouler pour lui à Paris. D'autre part, alors évidemment, il a été soupçonné de dopage parce que son entraîneur a dit « c'est vrai qu'au Kenya on se dope beaucoup », mais il a affirmé que son poulain, Kiptum, faisait la bagatelle de 300 km par semaine, qu'il passait sa vie à boire, à dormir, manger et courir, et donc probablement il avait le rêve de faire un marathon sous les 2 heures. Il espérait le faire, et c'est dramatique parce que c'était sans doute un phénomène de l'athlétisme comme on en voit peu. Françoise Degois, destin tragique. Destin tragique, j'ai toujours une passion moi pour les marathoniens parce que je vois toujours les Éthiopiens courir pieds nus, les Kenyans courir pieds nus. Enfin, non, à l'époque, je pense à Mimoun. Je pense à Mimoun et moi je pense surtout à une figure qu'on a oubliée mais qui était juste exceptionnelle, c'était Spiridon Louis. Spiridon Louis, c'est le premier athlète à avoir gagné le premier marathon des Jeux Olympiques modernes. Athlète grec, mais c'était un paysan, vraiment très pauvre. Et en fait, il courait pieds nus et il a été le premier champion olympique de la discipline pour les premiers Jeux en 1896. Les premiers Jeux de l'ère moderne à Athènes. Et tout le stade criait, parce qu'il y avait les champions super entraînés, et tout le stade criait Spiridon, Spiridon. Et il était là, il sortait vraiment, il savait à peine lire et écrire, et il courait, il a gagné. Et ça me touche beaucoup quand vous parlez des marathoniens, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'une noblesse toujours, bon, je ne sais pas quelles sont les circonstances de sa mort, mais en tout cas, il y a quelque chose toujours de très puissant de voir les Éthiopiens, de voir les aborigènes aussi, de voir les Kenyans, de voir tous ces peuples méprisés, tous ces gens. Il y a même un mépris de classe sur Spiridon Louis. En tout cas, il y avait un mépris de classe gagné. Ça me touche beaucoup. Alors, il y a 3 personnes en garde à vue suite à son accident, parce qu'il cherche visiblement, il y aurait un petit souci. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a peut-être attentat sur sa personne. Peut-être. Ah oui. Ce qui n'est pas impossible en fait. C'est jalousie sportive. C'est ce que dit la presse en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que souvent, les marathoniens, en tout cas dans un temps sur des temps plus modernes et plus contemporains, c'est souvent des histoires, sont plutôt de belles histoires. Celles et ceux qui n'avaient pas les moyens de se déplacer et qui, quand ils étaient gamins, souvent les Kenyans, les Éthiopiens qui vont à l'école en courant. Et moi, c'est toujours un exemple que j'ai donné. J'ai toujours donné ça comme exemple à mon fils en lui disant regarde le privilège qui est le tien, c'est-à-dire tout ce qui te semble acquis, normal, etc. Parfois oblige un certain nombre d'entre nous, humains, à faire des exploits. Et c'est souvent c'est des exploits du quotidien qui les amènent pour certains à faire des exploits sportifs, des exploits mondiaux, des exploits olympiques. Donc là, c'est triste, c'est une histoire triste, mais derrière ça, ça porte quand même des valeurs qui sont extrêmement nobles. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce tour de table très, très émouvant, forcément. Françoise Degois, ou tiens, Sébastien Ménard, je sens que vous êtes assez agacé. Vous vouliez parler de vos amitiés. Pas du tout. Il est dans le contrôle, là. Inimitié du contrôle. Non, mais en fait, je prends comme un certain nombre de nos auditeurs, un certain nombre de transports en commun, puisque divers et variés. Divers et variés. L'avion, l'avion est un transport en commun. Le TGV est un transport en commun et je suis comme tout à chacun souvent troublé par l'augmentation tarifaire. Voilà, le prix de l'aérien explose, le prix de nos déplacements en TGV ne cesse d'augmenter pour un service qui ne cesse de se dégrader. Voilà, c'est-à-dire que bientôt vous allez arriver dans les aéroports, moi en tout cas, et c'est chez moi, donc je vais le dire, mais quand vous arrivez à 5h45 à l'aéroport de Biarritz le lundi matin, vous avez 3 avions qui sont censés partir à 6h45, et puis il n'y a pas de personnel, parce qu'on vous dit « Ah, mais on est en mode dégradé le lundi matin », ça tombe mal, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont bosser. Alors quand on n'est pas en mode dégradé, vous avez un contrôleur aérien à Paris ou ailleurs qui décide de ne pas autoriser l'avion depuis Biarritz de décoller jusqu'à Paris. C'est marrant, ça m'arrive à Lourdes aussi, voilà, le lundi matin. Ça arrive un peu partout. Donc bon, je peux comprendre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas rentré de week-end. Non, mais il peut y avoir un déjeuner chez la belle-mère. C'est toujours la faute de la belle-mère qui a un peu duré la veille. Donc forcément, on peut un peu de retard, on décale tout. Et puis là, on a au niveau de du niveau de l'emmerdement maximum, on a des contrôleurs. Donc les contrôleurs de la SNCF qui ont décidé à 70-80% quelque part de manifester leur mécontentement et donc d'empêcher des tas de Françaises et de Français de rentrer soit chez eux, ce qui est mon cas. Moi, je pars pas en vacances, je rentre chez moi.
ou soit de laisser nos gamins partir chez papy, mamie ou au ski, etc. Et je me demande, alors moi, encore une fois, je n'incrimine pas ni les contrôleurs aériens, ni les contrôleurs ferroviaires, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait de notre pognon? Alors je vais être un peu grossier, mais qu'est-ce qu'on fait de notre pognon? Parce qu'en fait, tout augmente. Donc si on doit quelque part augmenter ces gens-là, qu'on le fasse, vraiment, parce que moi, j'ai quand même le sentiment d'y contribuer très largement, parce qu'aujourd'hui, celles et ceux qui réussissent à voyager, à faire à Paris-Biarritz pour 19 €, ce qui c'était possible il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, à moins de 79 €, vous pouvez plus voyager. Donc, je fais de la pub pour la SNCF, mais c'est ça. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on fait de notre pognon? Parce qu'en fait, le service se dégrade partout. On a le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, qu'il y a de plus en plus de raisons de faire grève. Et encore une fois, je suis comme Gabriel Attal. Le droit de grève est constitutionnel et on le protégera jusqu'au bout. Travailler, mais en même temps, le travail, c'est aussi un devoir. Et arrêter d'emmerder les gens, surtout quand on est quelque part extrêmement vulnérable, parce que on nous encourage à pas prendre nos véhicules, on nous encourage à ne plus rouler, on nous encourage finalement à plein de choses, à part payer, accepter des services qui se dégradent et être pris en otage. Voilà, j'aimerais savoir quelle réponse on peut donner à des usagers lambda comme moi, comme d'autres. Françoise Degois. Oui, moi je comprends. Moi, on aurait pu gloser sur cette phrase, travailler est un devoir. Enfin, je veux dire, Gabriel Attal va construire combien de temps son schéma travail, famille, patrie. Mais comme s'il s'adressait à des feignants. Mais nous, ça nous plaît, nous. Mais moi aussi, ça me plaît. Mais vous pensez, non, mais je veux dire par là que il faut arrêter cette démagogie et de penser que les Français sont 68 millions de feignants. C'est n'importe quoi. Le dit pas, mais il le sous-entend, c'est en sous-texte. Écoutez, arrêtez. Ne faites pas les idiots. Non. C'est le message qui est envoyé sur la SNCF. Ils sont pas prêts en traître. Depuis novembre, les contrôleurs disent écoutez, on a un problème sur les salaires, on a un problème de recrutement, on a un problème de personnel. Mais où va l'argent? Où va l'argent des contribuables et des usagers? C'est quand même pas la faute des contrôleurs si l'argent est mal. Mais où va l'argent des usagers? Où va? Je suis d'accord. Où va l'argent? Vous savez, c'est ça le problème. Quand vous voulez faire, à un moment donné, on se dit mais oui, la politique plus ou moins libérale. Quand vous voulez faire des économies surtout sur le service public, quand vous voulez ne pas faire les investissements, quand vous voulez que tout soit rentable, à commencer par le service public, vous arrivez à cette seringue-là, et puis c'est tout, voilà. Donc, un réseau dégradé, c'est moins cher d'aller à Lourdes maintenant qu'en avion qu'en TGV. Stop, parce que là aussi, ça va être dégradé, puisque si on veut aller en Gironde, à Saint-Aubin-de-Médoc, avec Élodie... Élodie, pardon. Il faut à un moment donné... Excuse-nous, Élodie. Excusez-nous. Élodie, comment ça va? Bonsoir, Élodie. Pardon, Élodie. Bonsoir à tous, ça va, merci. On est content de vous avoir. Vous avez été sélectionné pour le tirage au sort de ce vendredi. Je dis ça, je dis rien. Bravo, Élodie. Et donc, je suis très contente. Et donc je vous rappelle que vous allez espérer en tout cas gagner un séjour d'une nuit en chambre prestige incluant des petits déjeuners, le château de Courcelles, un dîner gastronomique pour 2 personnes avec des vins, des patates, des trucs de fou quoi. Je sais pas. Absolument après, fabuleux, un accord mézin en plus. Peut-être lit à baldaquin. Un lit, c'est beau, un lit à baldaquin. Voilà. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parti en week-end en amoureux? Ça fait longtemps, très longtemps. Je suis agricultrice, donc on n'a pas trop le temps de partir. Ça me ferait tellement plaisir qu'une agricultrice gagne. Ce serait tellement formidable. J'adorerais. En tout cas, on peut pas tricher un peu. Non, mais je pose clairement la question en disant vous trichez bien sur les jeux. On peut pas tricher sur celui-là. Non, vous m'arnaquez. Non, vous m'arnaquez 2 semaines de suite sur les jeux. Alors, je veux bien que vous m'arnaquiez la semaine prochaine, mais en échange, je veux qu'elle gagne. N'oubliez jamais que à ma gauche, il y a la justice. Et surtout, comment pouvez-vous dire ça? Et à votre droite, il y a le gland. Là, il y a le chef. Je vous en prie. Élodie, on croise les doigts pour vous. Allez, on espère que ce sera vous. On espère vous rappeler demain. On vous embrasse très très fort et merci d'avoir joué avec nous. Dans un instant, la suite de ce programme magnifique, Les Vraies Voix. On vous remercie en tout cas de nous écouter tous les jours. On vous embrasse, on vous aime très fort et on arrive. On fait une petite pause. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger, Françoise Degois, et puis Sébastien Ménard, et puis quelqu'un qui va sortir. Oui, une info qui vient de tomber. Kylian Mbappé a annoncé à la direction de son club qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain intersaison. Voilà. Pour le Real. Ça, il n'y a pas d'info. Ça nous coûtera moins cher. Écoutez, on va pas pleurer. Il a raison. Il aurait dû le faire tellement avant pour rafler tellement de trophées. Il a encore été très bon dans la deuxième mi-temps. Il aurait déjà 2 Ligues des Champions à son actif s'il était parti avant. Si vous le dites, moi je dis ça, je dis rien. Le tour de table de l'actu, puisqu'on n'en a pas fini avec vous, Françoise Degois. Non. Grand silence, selon vous, de Emmanuel Macron sur ce triomphe planétaire d'Anatomie d'une chute. Oui, alors, vous savez ce qui se passe avec la réalisatrice. Il se passe quelque chose qui ne s'est plus passé en France depuis longtemps. Je pense que c'est depuis
depuis The Artist, en réalité, qu'on n'a pas connu un tel engouement pour un film français. Ce film, on raconte, c'est une histoire entre un homme, une femme, un enfant et un chien, d'ailleurs, qui est dans le film, qui est le chien de la famille, et on accuse, cette femme est jugée parce qu'elle est accusée d'avoir tué son mari lors d'une scène passionnelle. Anatomie d'une chute, donc c'est examiner tous les rapports complexes entre les êtres humains dans le mariage. C'est un film qui rafle absolument tous les honneurs de la presse internationale. Oui. C'est unanime. Elle a encore raflé, Justine Triet, la réalisatrice, bien sûr la Palme d'Or, et elle a encore raflé 4 Golden Globes, je crois que c'est ça. Elle est en piste pour les Oscars le 11 mars prochain dans 5 catégories, mais notamment les plus prestigieuses. Meilleure réalisatrice, meilleur scénario, meilleur film et meilleure actrice principale. Je ne sais pas si vous... Et meilleur montage, voilà. Donc c'est exceptionnel, et évidemment je suis étonné du silence et de Rachida Dati et de de Gérard Depardieu et d'Emmanuel Macron. Elle n'avait pas été très tendre avec Emmanuel Macron. C'est pour ça, je voulais expliquer, je pense que c'est absolument lié au fait que elle a été très dure, elle est très dure avec le gouvernement, et si notre ami Benoît, l'ingénieur du son, peut nous envoyer le message qu'elle avait eu à Cannes, c'est un message très politique en pleine réforme des retraites. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Voilà, moi je voulais juste dire que c'est un discours fort, qu'elle a le droit, vous pouvez souffler, c'est un discours fort, c'est un discours auquel elle croit véritablement, et je pense que ceci explique cela, mais il serait bon de passer au-dessus de la vexation et de la guerre idéologique, et j'attends d'Emmanuel Macron et de Rachida Dati, c'est notre nouvelle ministre de la Culture, qu'elle salue au moins, ça devrait déjà être fait. Il y a un film français qui prend 4 Golden Globes, ça n'existe pas. Même que je pense que The Artist ne les a pas ramassés. Donc voilà, c'est un peu minable en fait. Vous avez raison, Françoise. Pour Rachida Dati, je pense que la ministre de la Culture doit dire quelque chose. Le film a été très largement subventionné. C'était un petit peu ce qui lui était reproché dans son discours polémique. Mais laissons Emmanuel Macron, tout de même le président, qu'aurait-il à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il avait à dire sur Depardieu? Il est tout le temps en train de la ramener. Oui, excusez-moi, non, mais Emmanuel Macron passe sa vie. Écoutez, excusez-moi. Françoise Degois aussi. Faites pas, mais moi je suis pas président de la République. Faites pas les perdreaux. Heureusement pour nous. Mais oui, mais vous faites pas les perdreaux de l'année. Emmanuel Macron, il a toujours quelque chose à dire sur quelque chose et sur quelqu'un, surtout si ça brille et sur si ça, il peut aussi accrocher la lumière à cette lumière-là. S'il accroche pas la lumière à Justine Triet, il y a une raison. Je pense qu'il est vexé, tout bêtement. Voilà. Oui. Moi, je suis toujours à la fois admiratif et à la fois consterné quand je vois des artistes, des créateurs, des créatifs, quelque part utiliser une tribune où quelque part on vient consacrer leur art, leur réussite artistique, transformer cette tribune, cette occasion-là en tribune politique. Donc honnêtement, fort, moi. Mais moi je trouve que ça n'a pas sa place. En tout cas, quand on voit qu'on est, et j'ai assisté probablement comme vous, Françoise, à ce type, pas tout le temps, mais à ce type d'événements où tout le monde bienséant, bien pensant vient applaudir parce que ça fait bien d'applaudir. Mais moi quelque part je ne regrette pas que le président n'ait pas dit un mot. Honnêtement, comme le dit Philippe Bilger, ce n'est pas le rôle du président de la République. Il a des ministres chargés de la culture. Bien sûr que c'est son rôle. S'il avait envie, mais absolument pas. Allez. S'il vous plaît. Mais ça n'est pas scandaleux. Allez, merci beaucoup Françoise Degois. Dans un instant, notre coup de projecteur des vraies voix sur ce scandale des enfants placés dans des hôtels après le suicide de cette adolescente de 15 ans, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Comment expliquer la situation de ces mineurs en très grande difficulté? Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Faut-il un plan d'urgence pour les mineurs dits, il y a des guillemets évidemment, incasables? Eh bien vous dites oui à 85% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Elias Loufoque est avec nous, un militant des droits de l'enfant passé à l'aide sociale à l'enfance. Petite question avant de partir en pub. Est-ce que finalement la mort de cette adolescente de 15 ans, est-ce que c'est l'échec de l'aide sociale à l'enfance?
Bonsoir. Oui, c'est l'échec de l'aide sociale à l'enfance, mais plus globalement, c'est l'échec de nos responsables politiques aujourd'hui. On en parle dans un instant. Merci en tout cas d'être avec nous. Petite pause. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Françoise de Gois sont avec nous. Tout de suite, le coup de projecteur, des vraies voix. Exactement. Merci Philippe. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Elle avait 15 ans, elle s'est pendue il y a 3 semaines dans sa chambre d'hôtel près de Clermont-Ferrand. C'est le résultat d'un système qui aujourd'hui est à bout de souffle. Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Si nous n'interdisons pas ce mode de placement, si nous ne créons pas de nouvelles places, si nous n'améliorons pas les conditions de travail des travailleurs sociaux, il y aura d'autres drames. Et systématiquement, il y en a. La colère des défenseurs des droits de l'enfant après cette triste histoire, le suicide d'une adolescente de 15 ans de Clermont-Ferrand dans la chambre d'hôtel où on l'avait placée, l'aide sociale à l'enfance. Ce n'est pas le premier drame de ce type et cela illustre les carences dans la prise en charge de ces enfants placés. Oui, alors parlons vrai. Comment expliquer la situation de ces mineurs en grande difficulté? Est-ce un problème de moyens? Est-ce un problème d'organisation? Faut-il un plan d'urgence pour les mineurs dits incasables? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 85% sur Twitter. Vous voulez réagir? On attend vos appels. 0826 300 300. Lies Loufoque est avec nous, militant des droits de l'enfant. Vous avez publié dans L'enfer des foyers chez Flammarion en 2014. Puis si les enfants votaient, plaidoyer pour une politique de l'enfance chez HarperCollins. C'était en 2022. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger, le traitement de ces enfants qu'on dit incasables, il y en a 200 000. Oui, mais surtout, Cécile, et pardon si j'ai de l'ignorance que je ne devrais pas avoir, j'aimerais connaître très exactement le statut de ces enfants. Et ce sont des gens qui quittent l'aide sociale à l'enfance et qui apparemment donc sont placés dans des hôtels. Mais est-ce qu'ils ont quoi que ce soit à voir avec des transgressions? Est-ce que c'est uniquement de l'enfance en danger qu'il faut assister et contrôler? J'avoue que j'attends avec impatience notre intervenant pour qu'il m'éclaire en tout cas. Oui, moi, je pense qu'il y a 1000 situations. J'avais une amie qui s'était retrouvée dans des très très grandes difficultés, qui avait été hébergée en hôtel d'urgence, mais avec sa fille de 15 ans. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'entends parler véritablement d'enfants qui seraient placés dans un hôtel. Il y a des enfants qui sont placés dans des centres, entourés d'éducateurs, quand ils sont en danger, quand ils ont des rapports détestables avec leurs parents. Ça arrive plus fréquemment que ce que l'on croit. J'ai beaucoup de mal, et Lies nous dira cela. J'ai beaucoup de mal avec cette idée de irrécupérable. C'est l'adjectif que vous avez. Incasable. Incasable, c'est absolument épouvantable. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Je sais bien que c'est pas votre fait, Philippe. Vous êtes trop gentil pour parler comme ça, mais incasable, ça veut dire que non, j'ai beaucoup de chagrin de voir ce dénouement-là, et je peux pas m'empêcher de penser à ce que cette adolescente a dû ressentir, ce par quels états elle est passée avant de se donner la mort. C'est tout à fait insupportable. Sébastien Ménard. C'est toute la difficulté et ça derrière le drame. En fait, on se demande comment la puissance publique, la France, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays. C'est un pays organisé, c'est un pays structuré, c'est un pays dont, je dirais, toutes les formes d'aide sociale sont financées. Donc on se demande comment on réussit quelque part à amener un début de commencement de réponse, mais à ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. C'est-à-dire que la prise en charge, évidemment, on en a parlé plusieurs fois sur des tas de sujets, sur des migrants, on a cette part d'humanité. On doit aider, on doit accompagner, on doit intervenir. Mais on le fait, et puis il n'y a pas de suivi. Non, il y a personne. Bien sûr, on a le même problème avec les migrants. C'est que les ados qui migrent, on les laisse sur le toit de la gare du Nord. C'est hallucinant. Et c'est un peu tout à l'heure le coup de gueule que j'avais, mais qui est évidemment, évidemment entre 10 degrés d'intérêt en dessous. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent? C'est à un moment donné, on a des gens qui meurent. Là, c'est une jeune fille qui meurt. C'est hallucinant. C'est-à-dire, où est la puissance publique? Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire le job jusqu'au bout? Jusqu'au bout. C'est vrai, c'est juste. Lies Loufoque, pour bien que tout le monde comprenne, ces enfants isolés, donc ce sont des mineurs, il y en a à peu près 200 000 en France. Pourquoi ils sont isolés? Où sont leurs parents? De qui parle-t-on exactement? Très bien. Alors,
pour être très clair, on parle d'enfants dont la justice a estimé qu'ils étaient en danger dans leur environnement familial, donc au sein de leur famille, et donc que pour leur sécurité, ils devaient être confiés à l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc ce sont vraiment des enfants en danger qui sont placés. Moi, à mon époque, quand j'ai été placé, il y avait très très peu, voire quasiment pas de recours aux hôtels pour accueillir des enfants. Force est de constater ces dernières années que la protection de l'enfance traverse une crise historique. Nous n'avions jamais eu autant d'enfants placés dans notre pays et cette situation pose un certain nombre de difficultés puisqu'en parallèle de cette augmentation du nombre d'enfants placés, on assiste à une pénurie de travailleurs sociaux qui est sans précédent. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 30 000 postes vacants aujourd'hui dans notre système de protection de l'enfance. C'est 10% aujourd'hui de travailleurs sociaux qui manquent à l'appel pour s'occuper correctement d'enfants. Voilà. Donc cet enfant, Lily, qui s'est suicidée dans l'hôtel dans lequel elle a été placée, c'était une enfant qui était placée à l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de 3 ans et qui a été placée sur décision de justice pour sa protection et qui n'aurait jamais dû se retrouver dans un hôtel pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en 2022, nous avions réussi à faire adopter au Parlement une loi qui visait à interdire à l'aide sociale à l'enfance d'avoir recours à ce type d'hébergement parce que nous savions que cela conduisait à des drames et parfois coûtait la vie à certains enfants. Je pourrais vous citer le cas de Jess qui a été poignardé dans un hôtel des Hauts-de-Seine à l'âge de 17 ans par un autre jeune qui était lui-même placé dans cet hôtel. Mais je pourrais vous parler de Anthony Lambert qui lui n'a pas été placé dans un hôtel mais dans un camping en Saône-et-Loire. Son corps a été retrouvé nu dans un champ, probablement tué par un autre enfant placé dans le même camping que lui. Je pourrais vous parler du petit Nour qui, pareil, a été placé par l'aide sociale à l'enfance de Paris dans un hôtel et qui, par désespoir, s'est jeté dans la Seine. Mais on pourrait aussi citer le cas de Méline dans le Nord. Enfin, je pourrais continuer la liste comme ça indéfiniment, malheureusement. Et donc, la loi qui a été votée au Parlement en 2022 et qui prévoyait d'interdire les placements d'enfants dans des hôtels n'a pas été respectée dans le département du Puy-de-Dôme. Le gouvernement n'a toujours pas pris les décrets d'application qui devaient être pris avant le 1er février 2024. Le Parlement a dit quelque chose de très clair en 2022. Il a dit ces modalités de placement ne sont pas humains. C'est un traitement dégradant qui est aujourd'hui mis en œuvre, infligé à ces enfants. Néanmoins, du fait de la difficulté que rencontre le système de protection de l'enfance, c'est difficile d'interdire du jour au lendemain d'avoir recours à des hôtels puisque la réalité est que selon l'Inspection générale des affaires sociales, en 2020, il y avait plus de 10 500 enfants actuellement accueillis dans des hôtels et placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc il a laissé un délai de 2 ans au département pour s'organiser, trouver des moyens, débloquer des fonds, créer de nouvelles structures, embaucher de nouvelles salles d'accueil, recruter des travailleurs sociaux. On a très peu de temps, mais il faudrait vous poser des questions. Alors, vraiment, c'est intéressant. Enfin, c'est glaçant ce que vous racontez. Ouais, poignant, glaçant. Ça veut dire que ces enfants, de toute façon, s'ils sont exposés à un grave danger, je ne sais pas si ça a été votre cas, c'est qu'ils sont déjà traumatisés. On est d'accord qu'ils ont déjà subi soit des sévices sexuels, soit des sévices physiques, je ne sais pas, ou une famille tellement dysfonctionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas accompagnés, en danger dans leur famille, en danger dans leur famille. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas, comment on peut imaginer qu'on laisse un ado déjà traumatisé avec un sentiment de solitude dans un hôtel qui ne peut le pousser soit à faire des conneries, soit à se foutre en l'air? Pourquoi il n'y a pas un psychologue? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce que ces enfants sont suivis? Est-ce qu'ils ont des rendez-vous avec des psys? Allez-y. Pardon. Yes. Mais il va falloir prendre conscience que le système de protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, est dans le même état aujourd'hui que nos urgences hospitalières. Et donc nous n'avons plus de place. Quand des enfants sont placés sur décision de justice, soit ils atterrissent dans des foyers qui sont en sureffectif et dont on sait que le sureffectif est générateur de violence, soit les mesures judiciaires de placement ne sont pas exécutées par les départements et donc même si on a reconnu le danger que pouvait subir cet enfant, il ne sera pas extrait de sa famille. Mais il n'y a pas de famille d'accueil? C'est la question que j'allais poser. On voit la petite Lily à 3 ans, elle était déjà à l'ASE, il n'y a pas de famille d'accueil, c'est fou. Oui, absolument. Et puis Anthony, c'est la même chose. Jess, c'est pareil. Pourquoi c'est lié à la difficulté d'adopter? C'est lié à la difficulté administrative d'adopter ou c'est lié à quoi?
Alors, il y a en France, il est vrai, une forme de sacralisation à tout prix des liens du sang et souvent au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant, où on a du mal à admettre qu'un parent incapable ou ayant des incapacités puisse ne plus être le parent juridique de l'enfant. Donc, on a des retraits d'autorité parentale qui ont du mal à se mettre en œuvre, ce qui peut permettre dans certains cas, mais pas pour tous, de pouvoir être adopté ensuite. Donc il y a un vrai enjeu en effet à ce niveau-là. Alors il y a une loi qui a été votée en 2016 cette fois-ci et qui visait à faciliter les procédures de délaissement parental et permettre l'adoption simple des enfants placés de manière un petit peu plus rapide. Mais c'est une loi qui a énormément de mal à être appliquée. Mais la réalité, ce qu'on a du mal à dire, c'est que ces enfants qui sont placés très jeunes à l'aide sociale à l'enfance pour leur protection et qui arrivent ensuite à l'adolescence, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans dans des hôtels, c'est des enfants dont les autres structures ne veulent plus, soit parce que ils ont des traumatismes extrêmement lourds qui rendent la vie en collectivité assez difficile, pour les professionnels, pour l'enfant lui-même et pour les autres enfants, soit parce que les familles d'accueil ne se sentent pas suffisamment armées pour pouvoir l'accueillir à leur domicile, et donc les départements les mettent dans des hôtels. Mais la question que pose, mais la question que pose Philippe, la question que pose Philippe David, c'est quand même à 3 ans. À 3 ans, vous n'arrivez pas à distinguer qu'un enfant a des problèmes tels que vous ne pouvez pas l'adopter. Mais non, mais c'est le placement, c'est la maltraitance institutionnelle qui crée des difficultés et des traumatismes chez ces enfants. Hein. C'est ça la réalité. C'est Lily qui est arrivée à l'ASE à l'âge de 3 ans. Si à 15 ans, elle était complètement déstructurée, si elle était complètement instable et qu'elle avait des problèmes de santé mentale, c'est parce que derrière, elle a eu tout un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Il nous reste 1 minute, Philippe Bilger, vous voulez vous poser une question. Ces enfants qui sont placés dans des hôtels, est-ce qu'ils sont totalement livrés à eux-mêmes? Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'en veux énormément au gouvernement, parce que dans le cadre de la loi de 2022 qui interdisait le placement des enfants à l'hôtel, il était prévu que sur la phase transitoire, il y a un encadrement obligatoire jour comme nuit par des travailleurs sociaux. Comme le décret d'application n'a jamais été publié par le gouvernement, aujourd'hui, je vous garantis qu'il n'y a pas de professionnels. Là où moi je m'inquiète, c'est que la France reste quand même un grand pays. Donc si dans un grand pays on peut arriver à de tels drames, comment ça se passe ailleurs? Vrai sujet. Merci beaucoup Lies Loufoque. Merci beaucoup. Je rappelle vos livres, puisque c'est important, puisque vous militez justement pour les droits des enfants. Et ces livres, Dans l'enfer des foyers chez Flammarion, qui doit être toujours en vente, en tout cas j'espère. Et puis Si les enfants votaient, plaidoyer pour une politique de l'enfance chez HarperCollins. Et c'était en 2022. Donc merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Bonsoir. Dans un instant, on va vous parler automobile, les vraies voies qui font rouler la France, avec pas mal. D'abord un coup de gueule, Philippe David. Oui. Et sur les carburants, les marges des carburants. Absolument. Édouard Schumacher sera avec nous, l'un des principaux acteurs français de la distribution automobile. Et puis les voitures les plus vendues, palmarès, les plus volées, pardon. Avec Thomas Fournier, un palmarès assez intéressant, on va dire ça comme ça. Et on parlera aussi avec Vladimir Godzinski, le fondateur de Car Jaeger. Car Jaeger, c'est une start-up, vous verrez. On en parle dans un instant, à tout de suite.